Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va jardiner. Non, on parle de jardinier, pardon, je me suis trompé. C'est tout de suite. Comment ça va Sophie? Eh bien très bien, et tu as raison, on a envie de faire du jardin aujourd'hui. Il fait beau par chez vous? Non. Non, il Non, pleut pas du depuis une semaine. C'est pas vraiment la saison pour faire du jardinage. Mais, Bon bah non alors. Eh ben non du coup. Donc jardinier, du coup, tu vas nous parler de ces fabuleux oiseaux qu'on avait déjà évoqués dans le Courrier de la Exactement, Sterne. Incroyable. exactement. Mais est-ce que tu voudrais pas d'abord parler des petites news de la semaine? Mais évidemment qu'on va parler Oui. des petites news, et il y en a une sur laquelle on pouvait pas passer à côté. Alors il y a une étude qui est sortie dans Science que peut-être tu as vu passer, Sophie, qui parlait justement de la disparition des oiseaux. J'ai pas eu le temps de la lire, j'ai pas eu le temps de l'étudier, mais elle était très intéressante et peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine dans la rétro. Mais une autre information assez intéressante, et qui va surtout concerner les Français à vrai dire, c'est que la chouette d'or qu'on cherchait fameuse. depuis Mais 31 ans oui. a été retrouvée. Alors possiblement retrouvée Bah, à alors, l'heure on sait où... pas encore. Oui. c'est Voilà, c'est ça. À l'heure où Mm. on discute, à l'heure où on fait cette émission, c'est en cours de vérification. ça. Exactement. La chouette d'or, donc ça a été lancé par Régis Hauser et Michel Becker. Régis Hauser qui est décédé en octobre 2009. Le 3 octobre 2009, le même jour que justement celui où eh bien, la chouette a peut-être été retrouvée. Comme quoi. Incroyable. Et puis Michel Baker qui a repris par la suite l'histoire de cette énigme fantastique qui a réuni plus de 200 000 personnes. Oh, c'est Incroyable, impressionnant hein. quand même. Hein. Ah, c'est Il extraordinaire. faut dire que le trésor est quand même intéressant aussi, non? Et effectivement, le trésor est extrêmement important. Outre la valeur, on va dire, sentimentale qu'il a, Mhm. il a aussi une valeur économique assez importante, puisque je crois qu'on est aux alentours des 250 000 euros pour celui qui parvient à trouver cette fameuse chouette. Voilà. Mais n'espérez Exactement. malheureusement pas la retrouver, mais il y a une nouvelle énigme qui a été lancée, qui, elle, coûte, entre guillemets, 3 fois plus que la chouette d'or, puisque son prix serait de 750 000 euros pour l'heureux gagnant, ou l'heureux gagnante de ce grand rallye d'énigmes. Voilà. Ben, ça ne s'arrête Ce... pas. Eh non, eh non. Sophie, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as vu comme petite information Alors moi j'ai lu une petite info sur un oiseau qui s'appelle le Garrulax d'Eliot, que vous connaissez peut-être, qui est un oiseau de Chine. Et donc ce petit oiseau, il semblerait qu'il chante en duo avec sa femelle. Donc on a les mâles qui ont 3 à 4 chansons différentes qu'ils peuvent lancer, et la femelle qui a une chanson qui elle n'est pas la même que celle du mâle. C'est ça qui est très intéressant, et qui va être beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de notes dedans donc, et celle du mâle par contre va être très différente, avec des notes un peu plus forte par contre, même si elle est beaucoup moins longue. Donc c'était intéressant de voir qu'en fait ces deux-là, ils font un duo dans leur couple. Incroyable. Et ça sanctionne du coup, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais parlé d'un livre où j'avais trouvé ce genre d'informations, je ne savais pas que c'était sur le Garrulax pour le coup, où justement ça parlait de duo entre mâle et femelle. Et ben je suis content du coup qu'on en reparle, puisque c'était une information que j'avais pas pu retrouver de mon propre chef. Et ben Donc, voilà. Donc tu vois, c'est un article qui est super sorti le 28 août de cette année, qui a été publié dans Journal of Avian Biology, donc qui est en open access, on remettra les liens évidemment. Incroyable, incroyable. Et ben moi je vais terminer, à moins que tu aies encore une news après Sophie, Oh non, par parler très de la spécial. rousserolle des Seychelles, des scientifiques qui se sont posé la question de savoir mais comment en fait les oiseaux choisissent l'emplacement de leur nid. C'est vrai, c'est Ah, marrant mais oui, ça. c'est une bonne question. Est-ce que les oiseaux ont des petites, on va dire, exigences par rapport à leur par J'imagine, rapport hein. à leur installation. Et évidemment, tu imagines bien. Rousserolle des Seychelles, donc on est pour le coup sur une île, donc c'est encore un environnement différent de ce qu'on pourrait croiser nous dans la réalité. Donc les chercheurs ont constaté qu'il y avait une survie quotidienne des nids qui augmentait d'environ 1% pour chaque mètre plus haut
occupée dans la canopée. Ah oui, d'accord. Incroyable. Que les nids est évidemment susceptible d'être davantage placés dans des endroits où la nourriture est en abondance. Ça, c'est pas spécialement une grosse surprise. Ouais. Ils ont toutefois identifié 2 choses intéressantes. La première, c'est que les nids sont construits dans des territoires avec peu de prédation lorsque les couples sont tout seuls. Alors que lorsque il y a des aides parentales, les fameux helpers qu'on évoque assez souvent, eh bien, les nids sont construits dans des territoires où les prédateurs sont, semble-t-il, un peu plus importants. D'accord. Est-ce que c'est parce que du coup, les helpers ils pourraient aider à protéger la nichée d'une certaine manière? Il y a effectivement, c'est en tout cas le constat qui a été réalisé. Et puis, dernière chose, les femelles construisent leur nid à 50 cm plus près des lisières, où le mâle voisin le plus près est le plus âgé que leur propre partenaire. Tout ça pour, évidemment, faire en sorte de potentiellement... Ah, je vois l'astuce. Voilà. Pas bête. Pas bête, effectivement. Voilà ce qui conclut notre fabuleuse rétro. Et moi, je vais commencer. Je devais commencer la semaine dernière, alors que c'est. Et puis voilà, finalement. Je vais parler des colibris. On avait déjà parlé des colibris. On avait parlé de ce fabuleux hôpital de colibris qui se situe au Mexique. C'est trop bien. Et aujourd'hui, on va parler de caractéristiques formidables de colibris. Vraiment. Ah ouais. Alors. C'est tout un tas d'études que j'ai ramassées à travers un papier qui justement résumait pas mal de choses intéressantes. Et puis il y a aussi un site internet que je vous mettrai en lien dans la description, qui est celui d'Anusha Shankar, qui est une spécialiste aujourd'hui internationale du colibri. Rien la prédestinée à être spécialiste, elle voulait juste s'occuper des reptiles. Elle trouvait que les oiseaux c'était trop mainstream, je la cite. Et finalement, elle a découvert les colibris et elle a fait « Oh mon Dieu, c'est trop bien !» Et la grande majorité des découvertes sur les 10 dernières années qu'on a justement des colibris, c'est grâce à cette dame. Par exemple, on pensait que les colibris passaient 30% de leur journée à collecter du nectar et passaient 70% du temps à faire autre chose, surtout à se reposer, puisque les colibris ont une machine métabolique remarquable et on va y revenir d'ici quelques instants. Et il s'est avéré que les études de Madame Shankar ont prouvé que, en réalité, il y avait une très grande variabilité des besoins des colibris. C'est-à-dire que lorsque les fleurs sont abondantes, l'oiseau peut passer 70% de sa journée à se reposer. Voilà. Par contre, quand les fleurs se raréfient, là, les oiseaux font exactement l'inverse et passent généralement entre 70 et 80% de leur temps à chercher de la nourriture. Donc, on a une différence entre les moments où la floraison est abondante et le moment où cette floraison l'est beaucoup moins. Parce que oui, le régime alimentaire du colibri, il est composé de nectar. À ton avis, Sophie, ça va être un petit peu quiz. Combien d'hamburgers devrait manger un humain pour couvrir ses besoins quotidiens au même titre que le colibri le ferait? C'est un équivalent, bien sûr. Un colibri ne mangerait pas, pas des hamburgers. J'imagine bien essayer de manger un hamburger avec son bec, ça pourrait être marrant. Ouais, ça va être intéressant. En piquant, peut-être. On sait jamais. Alors, à ton avis, est-ce que tu Combien as... Combien de hamburgers pour un humain équivaudrait à la quantité de calories ingurgitées par un colibri en Besoin quotidien pour le colibri, absolument, ouais. Je sais que le colibri, vu son niveau métabolique, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on est quand même sur une bestiole qui fonctionne à 100 à l'heure, en quelque sorte. Ouais, c'est clair. Ça va très 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 vite, le nombre de battements d'ailes. Vous avez du mal déjà à les distinguer à l'œil nu, alors vous imaginez la vitesse des ailes en question. Pour les battements de cœur, c'est pas mal non plus. Donc on est sur une bestiole assez incroyable. J'imagine qu'elle doit à peu près absorber
Alors, pour les petits oiseaux type moineaux et autres, on considère qu'ils mangent plus ou moins, au moins la moitié, si ce n'est leur poids entier en nourriture dans une journée, surtout quand il fait froid. Les colibris absorbent 80% de leur poids en nectar par jour. Ça m'étonne pas trop. Pour te donner une petite idée. D'accord. Donc, nous, niveau hamburger, je sais pas combien pèse un hamburger, mais ça va faire peut-être une petite cinquantaine, peut-être plus, centaine, dans ces eaux-là. 300. 300. Pourtant, dans un hamburger, il y en a de la calorie, hein. Ah bah les colibris aussi, ils font face à plusieurs problèmes. Les colibris, ils font face au fait déjà qu'ils boivent du nectar et qu'ils boivent surtout du sucre, puisque ce nectar est extrêmement sucré. Alors pour vous donner une petite idée, la consommation de sucre chez le colibri pourrait gravement endommager la personne humaine. Puisque celle-ci pourrait développer par exemple du diabète ou des complications nerveuses. Donc pour cela, le colibri, il a des intestins qui fuient. De sorte que les sucres pénètrent dans la circulation sanguine entre les cellules de l'intestin et non pas seulement à travers elles, puisque c'est justement en ingurgitant trop de sucre qu'on a des problèmes d'estomac, enfin les problèmes d'intestin que vous connaissez peut-être. Pour ça qu'on vous dit lorsque on est à la fin du mois de décembre et que les périodes de fête sont terminées, ne mangez pas trop de chocolat, vous allez le regretter. C'est pour ça, justement. Voilà. Alors, quantité de sucre, mais aussi quantité d'eau, puisque le nectar est principalement composé d'eau. Oui. Et là, le colibri, adopte autre chose, puisque cet oiseau produit de l'urine, qu'on pourrait considérer presque comme distillé. Ah ouais. Incroyable, hein? Ah oui. Donc les reins des colibris sont évidemment très bien adaptés, notamment pour récupérer les électrolytes de l'eau. C'est la chose la plus importante pour les colibris. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent pouvoir récupérer cet électrolyte et ne pas avoir de problème. Parce que si le colibri continue à produire de l'urine diluée, il va mourir de déshydratation. Donc qu'est-ce qui se passe ? Chaque nuit, les colibris font une insuffisance rénale aiguë. C'est-à-dire qu'ils arrêtent leurs reins pendant la nuit. Ah ouais. Sans quoi un scientifique explique que les colibris se feraient pipi dessus jusqu'à ce que mort s'en suive, puisque j'ai dit qu'ils mourraient de déshydratation. Eh ben... Incroyable, hein. Intéressant la vie d'une petite bestiole. C'est quand même, on se dit toutes les j'allais dire les adaptations de cet animal pour arriver à survivre, parce que c'est rien que survivre ça. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Autre chose, on parlait du métabolisme et de la torpeur du colibri. Puisque cet oiseau était capable de réduire son métabolisme. Une étude a démontré que certains sont capables de réduire leur métabolisme de 98%. Sachant que c'est un extrême, hein. On tourne aux alentours des 15% dans les phases de torpeur les plus profondes. Pour donner une petite idée, ça ferait que l'oiseau passerait d'une température d'environ 38 degrés à 10 degrés. Pour donner une petite idée. On parle pas souvent du vol des colibris, mais j'ai appris que les colibris prenaient plus de G, donc accélération du corps par rapport à la gravité. On en parle notamment lorsqu'il y a des accidents de voiture. Si vous êtes familier du sport automobile, on en parle souvent. Un pilote de chasse prend 7 G, tandis qu'un colibri en vol prend 9 G, 9 fois le propre poids de son corps. Dans la tronche, sympa. Dans la tronche, ouais. Incroyable, hein. Incroyable. Et puis, les colibris volent parfois en haute altitude, très haute altitude. Certains volent même au-dessus de 4260 mètres d'altitude, ce qui est extrêmement important. Et il s'avère que, pareil, ces oiseaux ont développé diverses innovations, notamment un sang plus riche en hémoglobine, ce qui n'est pas une énorme surprise. Mais ce qu'ils ont découvert aussi, c'est que les oiseaux qui vivent dans les Andes toute l'année et qui ont besoin de migrer, migrent par
pallier en fonction justement de l'altitude à laquelle ils sont. Comme les alpinistes en fait, où les alpinistes ont besoin de s'acclimater et donc de rester un certain temps à une certaine altitude, et ben les colibris feraient la même chose. Incroyable. C'est impressionnant ça. Incroyable. Voilà aussi, un petit entre différentes élévations, pas du tout. Ils expliquent justement qu'il y a des allers-retours, mais que les allers-retours se font justement par acclimatation. Voilà. Par contre, ils précisent pas si l'acclimatation se fait dans un sens, c'est-à-dire vers le sommet, ou dans l'autre, et dans l'autre, c'est-à-dire vers la descente, puisque la descente est un petit peu plus simple pour les, pour nous les humains, et peut-être aussi pour les oiseaux. Oui. Voilà. Ah ben. Incroyable que ce petit colibri qui est capable de faire plein de choses. Et petite anecdote, puisque les oiseaux ont été équipés de traceurs. C'est une anecdote juste que j'ai prise dans l'étude. 57 oiseaux qui ont été étudiés pour cette étude sur justement le fait que les colibris passaient des paliers d'élévation. Les harnais ont été faits sur mesure. La taille du harnais, j'imagine. Tu m'étonnes que ça a été fait sur mesure. Alors, ils ont été faits en quoi? Parce que ça m'intéresse, du coup. Ils ont été faits en cordon élastique. Ouais. Alors, cordon élastique de bijouterie, d'après ce que j'ai pu traduire. S'il y a des bijoutiers qui connaissent, eh bien, ce type de choses, n'hésitez pas à écrire dans le fil YouTube, dans les commentaires YouTube. D'accord. Comme ça, on en saura un petit peu plus. Bah, c'est le type de cordon élastique, tu sais, qu'on utilise pour faire des bracelets tout simples avec des petites perles que tu mets dessus, là. Bah, je suppose, mais il y en a peut-être plusieurs, comme je m'y connais pas en bijouterie, peut-être qu'en réalité, c'est des cordons qui sont vraiment très très spécifiques, avec une matière faite spécifiquement pour l'occasion. Peut-être, d'accord, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai essayé d'être assez vague et d'utiliser pour le coup, ce que je fais rarement, un logiciel de traduction pour voir un petit peu où ça peut m'emmener. Donc voilà, si jamais vous avez des petites informations, n'hésitez pas à nous le dire. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais trouver sur le colibri. Et sur le site d'Anusha Shankar, vous allez retrouver plein de choses. C'est en anglais bien sûr, mais vous allez retrouver plein de petites vidéos, plein de petites interventions de Madame Shankar. Et elle a même un autre site où elle parle de ses expériences en tant que naturaliste et même exploratrice, puisqu'elle travaille pour National Geographic, rien que ça. Attention. Et elle raconte ses mésaventures sur ce site. Donc vous pourrez lire quelques-unes de ces petites pérégrinations dans les Andes chiliennes notamment. Ah, ça doit être super intéressant ça. C'est super intéressant. On mettra évidemment tout ça dans la description. Et 2-3 études qui ont servi justement à élaborer ce petit, on va dire, récipient d'informations. Et puis l'article initial qui reprend une bonne partie des informations que je vous ai citées ici. Eh ben super. Comme ça on en saura tout plein sur les colibris. Exactement. Exactement. Et franchement, quand j'ai vu ces informations-là du fait que les reins fuyaient ou ce genre de choses-là, c'est incroyable, je me suis dit, comme info. Ah ouais, incroyable quoi. Ouais. Et il y a encore des trucs de fou parce que apparemment de ce que j'ai lu sur le site d'Anusha, mais je n'ai pas pu, je suis pas allé plus loin. Mais les colibris, par exemple, mouilleraient leur lit. Elles appellent ça leur lit. Alors je ne sais pas ce qu'elle veut dire par lit. Mais je suppose que c'est les endroits où les oiseaux se posent pour s'endormir. Donc encore plein de super choses à révéler. Et mine de rien, un oiseau qui s'adapte formidablement bien au réchauffement climatique, d'après les experts. Et alors toutes les espèces sont concernées ou juste certaines? Bah comme il y en a 150, je pense que ce n'est pas le cas, puisqu'on a environ 150 espèces de colibris. Mais celles qui sont étudiées s'adaptent visiblement plutôt facilement au réchauffement climatique. D'accord. De par leur petite taille et de par aussi leur métabolisme complètement pété. Oui, parce qu'on avait vu que pour le réchauffement climatique, beaucoup d'oiseaux finalement diminuaient en taille. Alors pour l'instant c'est assez petit comme différence, vous ne la verrez pas à l'œil nu, mais la taille diminue des oiseaux qui sont les plus touchés par le réchauffement climatique dans leur environnement.
Rappel, hein, le plus petit colibri, le plus petit oiseau du monde d'ailleurs, qui est le colibri d'Anna, fait 5 cm de long, hein, et il est aussi léger qu'une pièce de 10 centimes. Hein, donc voilà, vous pouvez peut-être avoir dans votre main, vous pouvez expérimenter justement le fait de tenir un colibri en tenant une pièce de 10 centimes. C'est incroyable. Incroyable, hein. Oh bon sang. C'est là qu'on repense à l'hôpital des colibris et qu'on se dit bon sang, comment soigner ce genre de choses. Ouais, c'est hyper. C'est minutieux. C'est hyper minutieux. Et puis il y a aussi, mine de rien, des sacrées possibilités d'avancées médicales pour ce qui est notamment diabète. Sur la capacité justement qu'ont ces animaux à absorber le sucre et à l'absorber en grande quantité. Ça peut être des mécanismes génétiques, visiblement ça a l'air d'être géré génétiquement, et il y a par exemple le fait que certaines... alors je sais plus si c'était certaines cellules ou certaines molécules ne possédaient pas le même nombre d'acides aminés que chez nous, ce qui fait que les sucres avaient peut-être beaucoup moins de facilité à se fixer. Ça doit être certaines molécules du coup. Donc du coup, voilà, on se retrouvait justement avec... on se retrouvera peut-être avec des applications dans le domaine médical d'ici quelques années. Les colibris n'ont sans doute pas fini de nous surprendre. D'un oiseau exceptionnel à l'autre, parce qu'on va reparler d'un oiseau qu'on avait déjà évoqué dans le courrier de la Sterne. Et oui. Le jardinier. Exactement. Et alors il existe plusieurs espèces de jardiniers. Celui-là c'est le jardinier à nuque rose, si vous le connaissez. Alors de prime abord comme ça on dirait que c'est un oiseau qui est assez terne, assez quelconque, hein. C'est plutôt grisâtre dans les teintes de la bestiole. Mis à part la superbe petite houppette rose violacée qu'il a à l'arrière de la tête, qui va être ouverte notamment quand le mâle fait sa superbe parade nuptiale pour la femelle. Voilà. D'où le nom, jardinier à nuque rose. Logique, jusque-là tout va bien. Et on a failli traiter le même sujet, Sophie. Oui. Donc moi je sais un petit peu de quoi il en retourne. Mais quand j'ai vu l'étude, j'ai fait « Ah ouais, encore !» Comment ça, elle te plaît pas cette étude? Ah si, elle est incroyable. Elle est incroyable. Maintenant, on a le son. Avant, on avait l'image. C'est exactement. C'est un son et lumière maintenant. Exact. Il manquerait plus que les petites loupiottes et puis. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc on est sur. Si au cas où vous le sauriez pas et si vous n'êtes pas au courant, donc je vous invite à aller écouter les anciens épisodes où je crois que c'était toi qui en parlais, il me semble d'ailleurs. C'est moi qui en parlais, oui. J'avais lu un livre sur les jardiniers qui était très intéressant et je faisais quelques petits retours sur quelques anecdotes que j'avais lues. Voilà. Et du coup, c'était... si vous ne savez pas trop à propos de cet oiseau, je vous encourage vivement à aller écouter cet épisode qui pourra vous donner quelques idées sur ce que c'est et comment ça fonctionne, ce genre de bestiole. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais juste résumer brièvement. Donc on est sur un oiseau australien, pour le coup, qui va construire pour sa parade nuptiale des sortes de berceaux. Alors on appelle ça des berceaux parce qu'en fait c'est des structures en branchage, principalement en brindilles, qui vont former comme une sorte de... alors pas de cercle, mais un petit peu comme un couloir, en quelque sorte, que le mâle donc va arranger très précisément, autour duquel il va disposer des petits galets, des petits objets qui l'intéressent. Alors pour ce jardinier à nuque rose, on est sur des petits objets plutôt dans les teintes vertes, avec des cailloux de teinte tout à fait normale, mais avec 2-3 objets de teinte verte au milieu. Alors ça peut être des bouts de plastique, ça peut être des bouts de verre teintés tout simplement. Et puis de temps en temps, 1 ou 2 pièces rouge vif, s'il en trouve. Donc les différents jardiniers, parce qu'il n'y a pas qu'une seule espèce de jardinier, ont différents
différentes manières de procéder, en quelque sorte différentes choses qu'ils mettent dans leur berceau et autour de ce petit couloir pour impressionner leur femelle, parce qu'évidemment tout ça, le but c'est évidemment d'aller conquérir une femelle, hein, on ne change pas. Et elle est très difficile à convaincre. Elle est extrêmement difficile. Il va falloir difficile. être parfait. Non, c'est hardcore pour le pauvre jardinier, parce que le jardinier, donc, son boulot, c'est pas... Là, on n'est pas sur un nid, hein. C'est pas du tout une structure qui va servir après à mettre les œufs. C'est juste une structure pour encourager la femelle à venir avec lui, c'est tout. Donc on est quand même sur une dépense d'énergie assez incroyable pour... Cela dit, le mâle ne fait que ça, il s'occupe absolument pas ensuite de la progéniture. Exactement. Mais enfin, donc, quand même. Quand même, on est sur une grosse dépense d'énergie. Et on est sur une dépense d'énergie, alors on pourrait se dire, bon, il a construit son truc, la femelle, elle vient voir si ça lui plaît ou quoi, et puis après, c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Attention. Ce qui va se passer, c'est que la femelle, elle va arriver, va regarder, et puis si ça la tente à peu près, si elle trouve que la construction est pas mal quand même, s'il a bien agencé ses petits cailloux autour, et puis ses petits objets de couleur verte, elle va peut-être rentrer dans le tunnel. Elle va rentrer dans cette espèce de couloir, hein, dans ce berceau, et puis elle va attendre. Elle va se mettre là, elle va se poser au milieu, et puis elle va attendre. Et là, le mâle, voyant qu'il y a une femelle à l'intérieur du berceau, il va devenir absolument dingue. Et il va commencer à sauter dans tous les sens, il va piailler, mais alors il va faire une sorte de chant. Alors j'imagine que c'est un chant pour eux, pour nous c'est assez strident, donc c'est assez désagréable, mais pour eux j'imagine que c'est peut-être très 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 intéressant. Et il va sauter dans tous les sens, il va faire des démonstrations de vol parfois, et il va montrer à la femelle les petits objets qu'il a ramassés, il va les prendre dans son bec, il va les lui amener, tout en piaillant évidemment. Et ça va durer comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que soit la femelle se laisse convaincre, et dans ce cas-là, tout va bien pour le mâle, soit elle trouve que c'est pas top, et elle s'en va au milieu du spectacle. Parce que c'est ce que c'est un spectacle. C'est littéralement un son et lumière, comme on disait tout à l'heure, hein. Totalement, c'est un spectacle. Exactement, c'est un si la prestation est trop longue, pas assez bien, le mâle ne bouge pas assez bien, voilà. Ça ne marchera pas. Et non, les femelles sont très difficiles. Ah, très. Et c'est encore plus dramatique quand on sait que les mâles se livrent une compétition féroce, où tous les coups sont permis. Exactement. Parce qu'on peut aller prendre une branche chez quelqu'un, on peut aller mettre son bazar chez son adversaire. Ça ne rigole pas hein, chez les jardiniers. Exactement, on peut piquer des trucs chez son voisin, aucun problème. Hein. Et d'ailleurs, on va aussi piquer, j'ai pas rajouté, mais il y a d'autres objets qui sont aussi utilisés, notamment des coquilles d'escargots et des coquilles de plein d'autres trucs, hein, qui vont aussi être utilisés et posés à différents endroits stratégiques autour du nid. Alors je dis stratégique parce qu'en fait il y a une étude qui est sortie donc il y a pas longtemps sur ce jardinier à nuque rose et qui nous explique que ce qu'on pensait être au départ juste un spectacle visuel pour la femelle avec tous ces jolis objets colorés, la manière dont le berceau était construit, parce que c'est quand même très très bien fait pour un animal qui n'utilise que son bec, hein, on le rappelle. Et puis les petites pierres, les petits escargots, les petites coquilles, tout ça, c'est bien mignon, hein, ça fait un peu comme si on offrait des gadgets. En fait, non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que... les fameux chocolats. Pardon ? C'est les fameux chocolats qu'on offre lors du premier rendez-vous. Exactement, ou les fleurs, ou ce que tu veux, c'est pas Ou les fleurs. Mais c'est bien que tu parles de chocolat, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi un autre détail intéressant. Attends, pardon ? On y reviendra. Ok. Et du coup, la femelle donc qui se pose à l'intérieur de ce berceau, elle va effectivement voir que tout ça est bien construit, hein, si c'est le cas, mais elle va surtout entendre le mâle, parce que tous ces piaillements, tous ces cris qu'il fait tout autour du nid, en fait, il y a une volonté derrière d'avoir un certain son. Alors, comment ça s'est passé ? Des chercheurs ont commencé à se poser la question, ils se sont dit, quand même, cet oiseau, il se démène d'une sacrée manière, tout de même, et puis il fait des sons un peu bizarres, et est-ce que, tout à fait par hasard, il n'y aurait pas une corrélation entre la manière dont le berceau a été construit et les objets ont été arrangés, et les sons
que produit cet animal? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre les deux, une relation, une raison pour la construction de ce berceau, autre que juste l'intérêt visuel? Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, d'abord ils ont enregistré le son d'un de ces oiseaux qui était en train de faire son display à une femelle, et ils ont récupéré, ils sont allés sur le site d'un ancien berceau qui avait été utilisé par un oiseau, ils ont laissé ça plus ou moins comme c'était, et ils ont mis un récepteur à l'intérieur du berceau, là où normalement la femelle se tiendrait. Et ils ont fait jouer le son du mâle depuis différents endroits autour du berceau et en fonction de l'arrangement des différents objets autour de ce berceau même. Et alors ce qui était très intéressant, c'est que dans l'étude on se rend compte, et c'est ça qui est quand même assez incroyable, que le berceau, il n'est pas juste là pour faire joli. En fait, il est là pour amplifier les sons. Et à l'intérieur du berceau, ça fait caisse de résonance. Et ça fait caisse de résonance de manière encore plus incroyable que, en fonction de la manière dont les objets sont arrangés autour et à l'intérieur du berceau, une coquille d'escargot ici, pour faire résonner un peu plus, une petite coquille autre, à un autre endroit, un petit morceau de verre peut-être, pour faire ricocher le son une fois de plus, et bien en fonction de la manière dont on arrange ces objets, on a des sons différents qui sont transmis à l'intérieur du berceau et qui permettent d'avoir un véritable spectacle auditif en quelque sorte. Ah, incroyable, incroyable. Qui va se faire. Et spectacle visuel, puisque on disait que déjà les berceaux sont magnifiques. Certains sont grandioses, genre celui du jardinier brun avec plein de chambres et tout. Enfin, c'est une folie. Ah, oui. Et puis l'agencement de ces berceaux. D'ailleurs, on n'appelle plus ça des berceaux pour le jardinier brun. On est plutôt sur, je crois des tonnelles ou quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. L'arrangement de ce berceau, il est fait de telle sorte aussi qu'on ait une illusion d'optique. C'est-à-dire que les branches les plus grandes sont placées vers la fin du berceau, tandis que les branches les plus courtes sont placées à l'ouverture du berceau. Donc quand la femelle rentre par l'ouverture, ça donne une impression de grandeur à l'œuvre, alors qu'en réalité, c'est juste une illusion d'optique. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Alors pas pour le jardinier à nuque rose, du moins je ne crois pas. Non, c'était, je sais plus quel jardinier. Mais de toute façon, ils sont tous formidables, c'est compliqué. Mais ils ont tous des petits trucs intéressants, hein. Franchement, moi je trouve ça assez incroyable. Puis rien que la houppette de plumes violettes à l'arrière de la tête. Ça a un style. Le satiné peint aussi. Oui, il est beau celui-là en plus. Ah, il est magnifique, Mais Sophie, c'est quoi cette histoire de chocolat? Ah. Écoute, on était parti, j'étais en train de te dire que c'était un son et lumière le spectacle, hein, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que c'est aussi un buffet? Ah, justement. En fait, il se trouve que le jardinier à nuque rose, quand il prépare son berceau, il fait pas juste mettre des branches et des petits cailloux et des machins qui sont jolis. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va chercher des restes végétaux. Alors ça peut être, tu sais qu'ils sont généralement frugivores, folivores et un peu granivores, ces animaux-là. Ouais. Donc en fait, il va chercher lui-même des restes végétaux qu'il va mixer avec sa salive et qu'il va poser sur l'intérieur de son berceau, à l'endroit où va se tenir la femelle, pour en fait lui proposer un petit snack pendant le spectacle. Eh ben, bon appétit. Ah, tu savais pas ça? C'est top. Ah non, je savais pas, non, c'est... Oh là 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 là, voilà. Incroyable. J'espère que c'est bon au moins. Je sais pas, mais en tout cas ça a l'air de lui plaire parce que c'est effectivement un dîner-spectacle pour beaucoup de femelles qui peuvent aller manger un petit peu pendant qu'elles observent, qu'elles écoutent le chant du mâle. Et moi je trouve ça absolument génial parce qu'on est sur, alors à ma connaissance, chez les jardiniers en tout cas, on est sur les seuls animaux qui construisent de véritables structures pour un spectacle, et pour un spectacle visuel, auditif, et en plus, avec un petit dîner qui est prévu au milieu de... genre t'as l'entracte, quoi. C'est génial, t'as ton paquet de popcorn au milieu. Ils ne cesseront jamais de nous impressionner, hein. C'est terrible. Rendez-vous l'année prochaine pour trouver d'autres informations encore plus extraordinaires sur le jardinier. Je les trouve superbes. Incroyable. Voilà. Des prouesses métaboliques et des prouesses artistiques, et c'est sur ça qu'on conclut cet épisode du Courrier de la Sterne. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accompagné. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bien sur les réseaux habituels, Instagram, Twitter, @leplumeux, et puis sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science.
Et puis vous nous retrouvez bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur Twitter où on poste de temps en temps quelques petits sujets sur les oiseaux, qui sait, peut-être des sujets qu'on traitera dans un prochain épisode du Courrier de la Sterne, c'est possible. Retrouvez-nous aussi bien sûr pour le podcast dans tous les flux, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, vous nous retrouvez aussi sur YouTube pour l'épisode sous-titré, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la description et les commentaires de YouTube. Et on se chargera évidemment de répondre à tout cela. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et rendez-vous la semaine prochaine. À plus.